Quentin Deluermoz est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris 13, directeur de collection aux éditions La Découverte et auteur de plusieurs ouvrages tels que Des policiers dans la ville, 1854-1914 et Pour une histoire des possibles. Samedi 26 septembre 2020, Quentin Deluermoz présentait dans le cadre du week-end Venir à l'histoire son ouvrage intitulé Commune 1870-1871 aux éditions du Seuil, en conversation avec Olivier Loub. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ici, dans le cadre double, qui est celui d'une librairie dont vous savez combien elle compte culturellement à Toulouse, et en particulier pour les sciences humaines, ce qui est un choix ancien d'Ombre Blanche, qu'on remercie une fois de plus, mais qui est un choix qui est d'autant plus important dans les moments que nous vivons et pour penser ce que nous vivons de commun et qui peut évidemment et qui doit être confronté aux événements historiques comme celui dont on va parler avec Quentin Deluermoz, sachant aussi, puisque j'ai dit que c'était une double opportunité, que nous sommes dans le cadre de cet événement rebond du festival Histoire à venir, qui s'intitule Venir à l'histoire, et qui, tous les mois ou presque, tentera de nous réunir. En tout cas, c'est le vœu que nous formons dans le comité scientifique de ce festival, pour pouvoir faire vivre, justement, et faire rebondir la réflexion, pour se demander si et comment pourrait être par ici la sortie, pour faire un clin d'œil à ce qu'était la présentation de la revue, voulu par le Seuil et qui montre bien que contrairement à certains, eh bien, il y a la place pour des revues de débat dans le monde intellectuel et culturel en France, bien sûr. Et d'ailleurs, celui qui est à côté de moi, Quentin Deluermoz, qui est maître de conférence à l'université Paris 13, est aussi un homme de revue. Puisqu'il fait partie de ceux qui font vivre une très belle revue d'histoire et de sciences humaines qui s'appelle Sensibilité. Et justement, je crois qu'il faut, et il est même dans le bon ordre public des choses, de prendre le temps de présenter Quentin Deluermoz, parce que c'est un représentant, alors il est bien entendu unique et singulier, mais il est un représentant d'une génération historienne, qui mérite d'être mise en avant. Alors, vous avez devant vous, avec moi, quelqu'un qui est un lecteur déjà expérimenté de l'histoire et des productions historiques. En plus, la profession de professeur de Cagne amène à lire beaucoup, et beaucoup d'histoire en particulier. Eh bien là, on a une génération historienne que je trouve remarquable. Pourquoi ? Parce que, et Quentin Deluermoz en est un représentant vraiment, comment dire ça, presque idéal, parce qu'ils incarnent cette conciliation si difficile entre le culturel et le social. Et ça, c'est très important. C'est vrai que je tenais à le dire à son propos, mais pour toute sa génération, parce qu'il y a eu beaucoup d'approches culturelles auxquelles on pouvait faire le reproche mérité du culturalisme. Il y a eu beaucoup d'histoires sociales qui pouvaient être une histoire sociale un peu détachée de ce qui pouvait être justement les approches par les prismes des médias. On y reviendra. Mais là, avec ces quadragénaires, on va le dire comme ça, on a une très belle génération qui, par ailleurs, s'attache aussi à penser la France à partir du monde. On plagie là un petit peu Michelet, tel qu'il avait été mis en exergue de l'histoire mondiale de la France il y a désormais 4 à 5 ans. Donc, Quentin Deluermoz, c'est quelqu'un qui pense la France à travers les circulations mondiales dans ce livre-là, mais pour conjuguer le culturel et le social. Et ça, je crois que c'est le plus important à signaler. D'abord, dès 2006, sa thèse était d'ailleurs très, très, très plongée dans un social qui était celui de l'espace parisien, mais à travers l'étude des policiers en tenue, sous la direction de Dominique Khalifa, dont on doit plus que jamais souligner le rôle, l'action et la mémoire désormais, et pour lequel d'ailleurs Quentin Deluermoz a produit avec Hervé Mazurel un texte que j'ai trouvé magnifique, voilà,
Et donc je voudrais le dire publiquement. Et si vous le cherchez, vous le trouvez. Voilà, c'est une façon de retrouver Dominique Khalifa qui est justement extrêmement sensible. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, en fait, c'est le mémoire original d'un travail de HDR, mais retravaillé, bien entendu, pour la publication, qui était autour de communes avec ce S entre parenthèses, et qui renvoyait encore à cette histoire de l'ordre et du désordre, ou plutôt au pluriel, des ordres et du désordre. Sauf que entre 2006 et 2018, Quentin de Luermoz n'a pas vécu un entre-deux qui soit vide, loin de là. Il a travaillé, vous le savez, avec Pierre Singaravelou à toute la relecture des futurs non advenus, à toutes les histoires des possibles, ce qui fait de lui aussi quelqu'un qui réfléchit à l'épistémologie de la production historique, en rendant, et à Histoire à venir, on y est très sensible parce que c'était une de nos volontés premières, en rendant à l'histoire ces dimensions dans les concordances de temps du futur, de l'étude des futurs et des futurs non advenus. Donc il est, alors pour le coup, un invité presque permanent d'Histoire à venir, puisqu'il correspond complètement à ce qu'on essaie de faire ici à Toulouse. Et il a aussi creusé la réflexion autour du métissage, c'est peut-être moins connu, mais moi ça m'a intéressé particulièrement, ce travail sur le métissage, en particulier parce que ça s'est fait avec une géographe comme Marie Redon, que j'ai connu comme élève, d'accord, mais qui est surtout quelqu'un que je suis beaucoup sur la géographie des îles. Enfin bon, c'est absolument passionnant ce que fait Marie aussi, Redon, et que tu travailles avec elle. Ça m'a paru comme une évidence. Alors l'objet ici, c'est bien un objet social et culturel, c'est un bien commun en même temps qu'un récit mythologique, et qui reste extrêmement présent. Il y a une actualité de la commune, et c'est tout le début du livre de le dire, une actualité dans le mouvement social. Par exemple, dans Nuit debout, il y avait une référence constante dès 2016 à ce que pouvait être la commune. Et plus surprenant pour nous, il y a aussi dans les mouvements Occupy, Wall Street ou autres, des références donc, mondiales à la commune de Paris. Or justement, le paradoxe est quand même là, parce qu'elle n'est pas nécessairement au cœur des interrogations historiennes, même si, et je vois que Rémi Pêche est là, il y a des livres sur la commune de Toulouse, tout récents, aux éditions Loubatière, qui ont été publiés. Je l'ai là, je l'exhiberai tout à l'heure. Mais il n'empêche, c'est quand même pas un point de focal des historiens majeurs. Alors justement, qu'y a-t-il de neuf à dire sur la commune après Jacques Rougerie, qui est notre référence classiquissime et importante? Que lui apporte l'histoire globale et que lui apporte l'histoire par en bas? Bref, quoi de neuf, docteur Marx? On va commencer par s'occuper des sources. Alors oui, c'est un réflexe d'historien, mais moi j'ai été passionné d'abord par les 13 pages qui sont à la fin du livre, qui sont les 13 pages de sources. Pourquoi est-ce que j'ai été passionné? Parce que je trouve qu'elles disent le projet du livre. C'est pas si banal de commencer par les sources. Alors justement, elles disent le projet du livre parce qu'on y trouve en particulier les lieux de ces sources et l'objet de ces sources. Alors, est-ce qu'il faut vraiment aller à Nantes et à Aix pour faire l'histoire de la commune Quentin de Luermoz? Merci beaucoup. Vous m'entendez bien, c'est bon? Alors d'abord, merci pour cette présentation très généreuse qui me touche, qui est évidemment trop généreuse, mais c'est gentil. Merci aussi de signaler Dominique Khalifa, qui effectivement a alimenté, alors il n'était pas le seul, mais toute une génération sur cette double thématique du croisement entre histoire sociale et histoire culturelle. Dans les années 90, il y a eu une guerre entre les historiens du social et les historiens du culturel. On arrive à ce qu'il appelait lui-même les lendemains de bataille, c'est-à-dire un moment où on les croise à nouveau avec un peu plus de facilité. Ça donne donc des travaux qui peuvent renouveler le regard sur des objets qui avaient l'air un peu anciens. Je suis également très content d'être ici, à Ombre Blanche. On est en amont de la sortie du livre, ce qui fait qu'Ombre Blanche est la seule librairie à avoir le livre disponible avant sa sortie, ce qui est un exploit. Et je suis très heureux de venir ici dans le cadre de l'Histoire à venir, dont le programme effectivement correspond bien et au travail sur l'histoire des possibles et sur la commune, puisque c'est évidemment un futur non advenu qui est perpétuellement ravivé. Alors, quoi de neuf sur la commune? En fait, le problème qui se pose, il est assez simple, c'est qu'en 2006, un historien qui s'appelle Robert Le Quillec a publié une bibliographie de la commune, c'est-à-dire tous les titres qui traitent de la commune. Et juste la liste des titres fait 600 pages. Alors, quand on dit quoi de neuf sur la commune, évidemment,
prétendre amener du neuf, en fait, on ne fait jamais que redécouvrir beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Deuxième problème, entre guillemets, c'est qu'on a eu la chance en France d'avoir un historien de la trempe de Jacques Rougerie qui a quand même réussi un exploit, qui était de ramener la Commune, qui était un événement qui était complètement pris dans une analyse plutôt marxiste, pas forcément une mauvaise histoire d'ailleurs, mais qui était prise par les problématiques du marxisme. Il l'a littéralement ramené à l'histoire par une étude des sources extrêmement approfondie. Et c'est vrai qu'en un sens, c'est un petit peu asséché le terrain, hein. Il le dit d'ailleurs lui-même dans pas mal de ses entretiens, c'est un peu asséché le terrain pour les historiens pendant au moins une vingtaine d'années. Et dernier point, la Commune s'est refroidie aussi. C'était un champ de bataille très intense en 1971, qui est à peu près de la même intensité que ce qu'on a vu pour le bicentenaire de la Révolution française, même si ça a eu moins d'ampleur. Oui, alors, 1971, parce que c'est la parution du livre de Jacques Rougerie. Hein, d'abord parce qu'il y a la grande lutte entre la fin d'une certaine historiographie marxiste et l'émergence d'une historiographie renouvelée, qui est déjà une historiographie par le bas, même si Rougerie ne la revendique pas d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et donc du coup, pendant 20 ans, la Commune s'était un peu refroidie. Ce qui fait que moi, quand j'ai commencé à travailler dessus il y a 10 ans, je travaillais sur un objet froid. Avec l'idée qu'il y avait quand même encore beaucoup de choses à dire. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé dessus, l'objet s'est réchauffé. C'est très impressionnant pour un historien de voir un objet du passé qui était très chaud se refroidir et se réchauffer. Et se réchauffer au sens fort du terme, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a eu Nuit debout, hein, qui avait renommé la place de la République place de la Commune de Paris, les Gilets jaunes également, les ZAD, et hors de France, c'était un peu un des points qui m'avait interloqué. Aux États-Unis, au Mexique, la Commune refait surface. Et moi, j'avais déjà en tête de faire une approche un peu plus globale sur la Commune. Et le livre, en fait, peut expliquer pourquoi les échos de la Commune sont venus aux États-Unis et au Mexique avant la France. Parce qu'en fait, la Commune fait partie de l'histoire domestique des États-Unis et du Mexique dès 1871. C'est une des petites découvertes de ce travail. Donc, pour répondre à ta question, fallait-il passer par Nantes et Aix? La réponse est oui. Nantes parce que on y trouve beaucoup d'échanges consulaires qui permettaient de voir l'intense activité diplomatique qu'il y a eu en France, mais également en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, autour de l'événement Commune. Et Aix parce qu'il y a un autre événement qu'on avait oublié, qui est la Commune d'Alger. Et Commune qui est quand même extrêmement intéressante, puisqu'elle se déclare commune, comme pas mal de communes dites de province, avant la Commune de Paris, dès septembre, qui s'affaisse un petit peu et qui se relance au moment de la Commune de Paris, en déclarant même son adhésion à la Commune de Paris, en envoyant une proclamation très officielle d'adhésion, au point qu'un des membres de la Commune d'Alger sera même présent à Paris. Il y a un délégué de la Commune d'Alger qui avait jamais été observé, parce que c'est une question qu'on ne se posait pas, tout simplement. Et là où l'événement est intéressant, c'est que c'est une commune qui est très républicaine, mais qui oublie qu'elle est en terrain colonial. Plus exactement, le projet de la Commune d'Alger est beaucoup moins, et est tout aussi émancipateur dans les mots que celui de Paris, mais il est beaucoup moins dans les faits, puisque l'idée, c'est au fond qu'il faudrait qu'on occupe un peu plus de terrain en Algérie. Et cette commune va accélérer, même si ce n'est pas le seul moteur, la plus grande insurrection algérienne du XIXe siècle, et l'insurrection kabyle. Donc je me retrouvais comme ça avec une série de fils qui sont tous connectés entre eux, très concrètement, mais dont on avait du mal encore à voir quelle histoire ça pouvait raconter. Simplement, avant de te relaisser la parole, évidemment, l'autre point sur lequel je veux insister sur les sources, c'est que je tenais absolument à relire les sources parisiennes. J'ai passé beaucoup de temps à reprendre des sources classiques avec ce regard soit plus global, soit socio-culturel, c'est-à-dire plus ethnographique, qu'est-ce qui se passe concrètement au ras du sol. Et il y a aussi beaucoup de sources parisiennes qui n'avaient jamais été vues. Alors je dois ici remercier Jacques Rougerie qui m'a quand même guidé dans les archives en me disant là on n'a pas fait, là on n'a pas regardé, etc. Il y a une transmission aussi là qui est assez évidente. Et j'ai quand même trouvé des sources qu'ils n'avaient jamais vues. c'est le seul exploit archivistique. Mais c'est les rapports de police. Au moment où la commune a lieu, toute l'administration quitte la ville. Et il faut bien refaire vivre un peu les quartiers. Et donc c'est souvent des gens des quartiers ou des militants ou des gens à qui on a confiance qui vont reprendre ces postes-là. Donc on va retrouver des cordonniers, des serruriers qui deviennent commissaires de police. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que ces gens écrivent au jour le jour tout ce qu'ils font. Ils essayent de justifier ce qu'ils sont en train de faire alors qu'ils n'ont évidemment aucune connaissance des codes et règlements. Donc il y a une substitution
un système normatif par un autre, qui est celui de la commune, au nom de la commune, au lieu de au nom de la loi, etc. Et ces archives permettent une plongée absolument extraordinaire dans ce qu'est une ville en révolution au quotidien. Donc le pari intellectuel du livre, c'était d'arriver à lier ces deux dimensions ensemble, en fait. Les sources du ras du sol, ces connexions, et ce qui apparaissait dès le début, et c'est intéressant que tu poses la question sur les sources, parce que c'est très juste. Moi, j'ai fonctionné comme ça, par petits bouts, et à chaque fois j'ai découvert quelque chose, je me suis dit, tiens, on poursuit. Donc ça fait cette espèce de ramification qu'on retrouve, j'y avais pas pensé, mais qu'on retrouve dans la présentation des sources. Et l'enjeu, c'était vraiment de jamais les déconnecter les uns les autres. Mais pas les déconnecter, ça ne veut pas dire que tout est toujours imbriqué, mais c'est aussi être capable de dire, là, il se passe quelque chose qui n'est pas perçu ailleurs, mais qui est quand même lié entre elles. De la même manière, à Paris, on voit que la commune est suivie, mais il y a beaucoup d'appropriations de la commune qui ne sont pas perçues. Donc les silences aussi, les absences de réception, les disjonctions, les cassures font partie de l'objet. Et si on ne fait pas ce travail de tissage, on ne peut pas voir là où ça tient et là où ça casse. Oui, c'est effectivement une bonne façon de vérifier qu'il y a la réalité d'une histoire connectée, et pas simplement la prétention d'une histoire connectée, quand on voit par où est passé l'historien, et justement comment, de lieu d'archive en lieu d'archive, il a tissé ce qui est certes une histoire globale, mais qui est aussi, et là c'est un autre pan de l'historiographie française actuelle qui est extrêmement brillante, une histoire impériale. On pourra y revenir, et cette affaire d'Alger est passionnante, puisque c'est une commune de colons, et pas forcément une commune populaire, au sens où on pourrait l'entendre en situation coloniale. Bon. Alors, dernière question sur les sources. Il y a aussi des pages sur les témoignages. Il y a 38 mentions de témoignages, parmi lesquels il y a 3 femmes. Bon. Louise Michel, évidemment, mais aussi quelqu'un comme Malvina Blanchecotte, que j'avoue avoir découvert. Et c'est une belle découverte pour moi. Est-ce que, et on la retrouve à la page 179 du livre, en usage, est-ce qu'il y a un regard particulier de ces femmes sur l'événement commun, ou est-ce qu'on est dans l'infrastatistique, c'est-à-dire qu'il y a trop peu de choses pour, à partir de ces sources, avoir ce regard-là? Non, on commence à avoir des choses. Moi, les témoignages, le gros problème, c'est qu'on a beaucoup de mémoires de la commune qui ont été écrits dans les années 1880, c'est-à-dire quand les gens reviennent d'exil. Et évidemment, la mémoire est d'une part moins fraîche, et d'autre part, les gens essayent de justifier leur réintégration dans l'espace politique nouveau, ou au contraire, de justifier leur réintégration dans le nouvel espace d'opposition. Donc le pari que j'ai adopté, et d'ailleurs, parce que sinon c'était impossible, il y avait trop de sources, c'est de ne pas traiter ces objets-là et de n'utiliser que les textes qui ont été publiés pendant l'événement. Alors d'un seul coup, ça réduisait entièrement le spectre, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout les grands mémoires qu'on lit souvent dans l'histoire de la commune, de Cluseret, de Rodrigo, etc. On a d'autres textes. Donc souvent, ce sont les élites qui écrivent, donc plutôt des gens anticommunards. On a beaucoup de lettres qui sont très intéressantes. Et puis on a quelques textes, effectivement, comme ces 2 textes. Alors Louise Michel, c'est particulier, mais Malvina Blanchecotte, c'est une femme de lettres qui est présente dans la commune et qui s'oblige à écrire tous les jours sur ce qu'elle observe. Elle est plutôt méfiante en réalité. Elle aime pas trop, elle trouve que c'est un peu trop le bazar. Et puis plus le temps passe, plus elle se laisse quand même porter par un espèce d'élan de l'événement. C'est un texte assez fort, parce qu'une part, elle écrit très très bien. Et d'autre part, elle parvient quand même à capter un petit peu de l'effervescence que la commune a produit, même chez des gens qui, a priori, étaient plutôt hostiles. Ça, c'est pas tellement en tant que femme, c'est plutôt en tant que femme de lettres. Après, sur la question des femmes, on est en train de redécouvrir leur rôle sous la commune. Le paradoxe, c'est André Léo qui disait ça, qui était très peu contente. Il disait, la commune, c'est une révolution sans la femme. C'est-à-dire que les femmes sont, comme toujours dans les mouvements révolutionnaires du XIXe siècle, très présents au moment du déclenchement, notamment lors de la journée du 18 mars. Elles sont évidemment très présentes dans la mise en œuvre de l'espace politique, et elles sont assez rapidement oubliées. On ne leur accorde pas le droit de vote, il faut dire qu'elles ne le demandent pas non plus. Mais dans toutes les fonctions qui sont rendues disponibles, dont je parlais tout à l'heure, on ne va pas avoir de femmes commissaires de police, par exemple. Elles vont être cantinières, ambulancières, institutrices. Donc elles sont malgré tout reléguées dans un espace politique qui serait réservé aux femmes. Ce qui est intéressant, c'est que les plus militantes d'entre elles, donc pas toutes, pour plein de femmes, il faut imaginer que pour plein de femmes du peuple parisien, être cantinière, c'est un acte politique qui correspond
à une solidarité de quartier qui s'exprime politiquement. Donc il n'y a pas du tout à avoir de mépris pour ça. Mais on va avoir, c'est Caroline Fayolle qui dit ça, une révolution dans la révolution. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes vont s'auto-organiser dans ce qu'on appelle l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés. Elles vont insister énormément sur l'organisation du travail. Et là, j'ai une étudiante qui a travaillé dessus, là, qui vient de finir son master dessus, qui est excellent. Et on se rend compte, en fait, c'est quand même 300 femmes qui se réunissent et qui échangent entre elles à l'échelle des quartiers et qui essayent de trouver une organisation du travail qui soit plus juste en tant qu'ouvrière et en tant que femme. Et là, on a un projet politique qui est extrêmement intéressant. Moi, dans le livre, ce que j'ai essayé de faire, il n'y a pas tellement une entrée genre, même si elle revient aux deux moments clés, en fait. C'est-à-dire que c'est pour dire que dans la commune, beaucoup de choses sont ébranlées, mais il y a quelques barrières qui restent absolument, celle du genre, par exemple. C'est quand même intéressant à noter. Et après la commune, le retour à l'ordre social, là, on voit le plus sa dimension anthropologique, pour reprendre ta question de départ, c'est sur la question des femmes. C'est-à-dire qu'en gros, celles qu'on va accuser d'avoir réellement participé à la commune vont être plus condamnées que les hommes. Elles sont monstrueuses, dénaturées, etc. C'est le discours des pétroleuses. Et les autres, même à des faits équivalents, on va les écarter de la punition judiciaire en disant non, mais c'est des femmes, elles n'ont pas compris. Elles ne sont pas mûres, elles ont suivi bêtement les hommes qui parlaient trop fort. Donc comme c'est des mineurs politiques, elles ne peuvent pas être prises au sérieux. Donc, et elles, évidemment, comme elles n'ont pas envie d'être condamnées, vont dire oui, oui, bien sûr, évidemment. Donc j'ai essayé de retrouver quelques portraits de ces femmes-là. L'une qui m'a vraiment touché, c'est Jeanne Bigeot, qui est une ouvrière qui participe au club, qui participe aux fabriques de cartoucherie. Et au moment où elle est condamnée, le juge va dire non, c'est parce qu'en fait elle a perdu son fils pendant la guerre, donc sa nature féminine était altérée, et donc elle a fait n'importe quoi. Et elle échappe à la condamnation. Ce qui est intéressant quand même, c'est quand on regarde le... Donc du coup, je suis allé chercher... En fait, ça fonctionnait à chaque fois comme ça. J'avais une petite pièce et j'allais creuser chacun des films. Donc je suis allé chercher son dossier judiciaire. Elle a été comme déjà condamnée pour des actes anticléricaux en 1851. Enfin, elle venait pas de nulle part. C'est manifestement, typiquement, une de ces représentantes femmes du peuple républicaine depuis 1948. Et il y a un travail de l'institution judiciaire pour effacer ces traces-là, qui est extrêmement intéressant. Donc c'est plutôt sous ces angles-là que le regard féminin apporte beaucoup sur la compréhension de la commune. Et d'ailleurs, la seule illustration du livre, c'est une illustration archétypique, on peut dire ça comme ça, de la femme émancipée répandant la lumière sur le monde. Et c'est une incroyable mégère hystérique et extrêmement dangereuse que je vous montre. Alors moi, j'ai eu les épreuves, donc je ne sais pas, c'est en couleur dans le... Non. Ah voilà, non, ça reste... L'original n'est pas en couleur. Et qui est alors, le seul portrait, si je puis dire, et c'est même pas un portrait à charge, hein, c'est un portrait complètement dans les archétypes de l'angoisse patriarcale, par rapport à ce que peut être la commune. Donc il y a une commune féminine, et tu nous en as parlé à travers les sources, et je trouvais que c'était une bonne façon d'entrer. Mais on peut prendre l'échelle absolument de l'autre côté et suivre Quentin de Lermoz lorsqu'il écrit, et lui demander pourquoi il écrit ça, page 117, que la commune a eu une portée globale immédiate. Alors globale, on voit bien, mais immédiate, comment comprendre que cet événement, qui est un rejeu, malgré tout, vu de l'histoire française et qui peut être pris, on y reviendra aussi, entre la fin de quelque chose ou le début d'autre chose, qu'est-ce qui fait qu'il y ait, ce qui justifie d'ailleurs l'approche globale et l'histoire globale, que ce soit un événement de portée globale immédiate? En fait, les deux mots ne vont pas de soi, global et immédiat, parce que global est un mot qu'on emploie beaucoup, mais en historien, c'est pas l'ensemble du monde. C'est l'étude de chaînes d'interdépendance qui vont traverser les continents. Et en général, quand on étudie le global, souvent on se retrouve avec un espace plutôt atlantique. Or, la surprise, c'est que ce n'était pas le cas pour la commune. D'une part, on a déjà l'exemple algérien dont je parlais à l'instant. Il y a des résonances jusqu'en Chine aussi. Mais la vraie résonance, en fait, elle est médiatique. Ce qui m'a énormément surpris, c'est que dès le 18 mars, la commune est l'événement le plus médiatisé au monde. Alors comment est-ce que ça se mesure? En fait, je suis allé aux archives Reuters à Londres. Il faisait très froid, plus froid qu'ici. Il n'y avait pas de chauffage, donc j'avais des gants. C'était terrible. Mais en gros, j'ai compté tous les mots consacrés à la commune sur une semaine en faisant des espèces de comptages comme ça. Alors ça donne une cartographie. Oui, ça donne une cartographie. Il y a 3 cartes dans le livre, effectivement. Et c'est la cartographie qui est une cartographie des mots incarnés dans des espaces. Hein,
et que j'ai trouvé, alors pour le coup, extrêmement parlant, pour moi, extrêmement parlante, pardon, cette incarnation. Et là, par exemple, c'est l'exemple de la semaine sanglante. Hein, et alors, qu'est-ce que ça nous dit de la diffusion, ces mots de semaine sanglante? Où est-ce que ça touche en premier et à quelle vitesse? Ouais, le plus important, ce qui m'a surpris, c'est qu'au début, je pensais que l'écho de la semaine sanglante serait plus grand que le 18 mars. En fait, c'est pas le cas. Ça, c'est la première surprise. En fait, 75% des mots qui circulent sur le réseau Reuters la semaine du 18 mars sont consacrés à la Commune de Paris. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des mots qui donnent l'information qui touche normalement le monde entier. Le réseau Reuters, c'est un réseau qui va couvrir tout l'espace anglais, tout l'espace impérial anglais. C'est-à-dire qu'on est au courant très vite en Inde, en Australie, dans l'espace américain, et puis après par relais, ça va dans l'espace latino-américain. Et même en faisant des petites coupes, le Times of India suit ça pratiquement quotidiennement. Et après, les journaux vernaculaires indiens se réapproprient les informations. Donc ça descend en fait assez loin dans l'espace social, même au-delà de simplement l'espace des colons britanniques pour le cas de l'Inde, par exemple. On voit la dimension qui montre bien cette circulation. C'est ça. Première pour le 18-24 mars, effectivement, la notion de 18 mars. Et alors, pourquoi un tel écho? D'une part, il y a des conditions techniques, c'est ça le point numéro un, c'est qu'en fait, en 1866, le cap transatlantique traverse pour la première fois l'Atlantique. Les informations arrivent aux États-Unis en quelques secondes au lieu d'arriver en plusieurs heures. D'ailleurs, ça change aussi les pratiques du reportage, puisque les journalistes sur place font leur reportage quasiment en direct. Donc, au lieu d'avoir des longues descriptions qui avec 15 jours plus tard, on a des tout petits textes, mais qui sont quasiment dans l'instant. Il y a une espèce de fascination de l'actualité qui se met en place à ce moment-là. Donc il y a les conditions techniques, sachant aussi que l'Angleterre, les États-Unis, la France ont fait leur révolution médiatique dans les années 1860, donc il y a une offre possible. Le deuxième point qui est important, c'est que Paris, c'est quand même la deuxième puissance impériale au monde à ce moment-là, deuxième place bancaire au monde. Une révolution qui touche Paris, ça a des effets même économiques immédiats de partout. Hein. En Haïti, on en profite pour arrêter de rembourser les paiements. Au Venezuela, on dit que c'est la catastrophe. En Argentine, la bourse s'arrête. Enfin, donc ça a aussi une incidence extrêmement concrète. Et le troisième, qui était un peu caché dans ta question dès le début, c'est pour ça que je le garde pour la fin, c'est que la commune s'inscrit dans l'imaginaire de la Révolution française. Or, on sait maintenant assez bien que la Révolution française a une répercussion globale, pas dans les premières semaines, c'est plutôt sur 20 ans, 30 ans, mais il existe assez peu d'espaces en 1870 qui n'ont jamais entendu parler de la Révolution française. Et donc, qu'une révolution ait lieu en 1870, à l'époque qu'on dit de l'industrialisation, de la fin des révolutions, etc., à Paris, la capitale des révolutions, où on a déjà un imaginaire qui est prêt d'une certaine manière, et ben ça, évidemment, ça part comme une flambée immédiatement. Donc la puissance symbolique, en fait, est extrêmement importante. Alors voilà, ce que ce livre apporte, c'est de tisser tout ça et à la fois de reprendre les vieilles mais toujours actuelles martingales de Pascal Horry sur le fait qu'un événement culturel, c'est d'abord un événement technique, que les révolutions culturelles sont d'abord des révolutions techniques, ce qui est une vieille leçon, si je peux le dire comme ça, mais aussi d'aller jusqu'à Karl Marx et de voir qu'en fait, il n'est pas le seul à s'intéresser, loin de là, et plutôt s'il s'y intéresse, c'est qu'on est dans un événement et dans un monde symbolique globalisé, pour le coup, ce que permet le câble, mais ce que rend possible le contexte de cette diffusion mythologique de la Révolution française. Alors justement, autre façon d'aborder le caractère global, c'est de se demander quelle géographie correspond au S qui est entre parenthèses à la fin de commune. Parce que lorsqu'on s'occupe de la commune, on est souvent aspiré par la commune de Paris, mais on sait tous, que ce soit pour Narbonne, pour Toulouse, d'autres endroits, qu'il y a eu des communes qui ont existé partout en France. Or, dans ce livre, on va s'occuper de l'échelle française, puis de voir l'échelle mondiale. Tu as fait des choix à l'échelle française de 4 lieux. De fait. Hein. Alors, est-ce que ce sont des choix, j'imagine, à la fois liés aux sources et aux centres d'intérêt, à ceux qui pouvaient avoir déjà été écrits et à ceux que tu as trouvés. Mais enfin, j'aimerais partager avec tous nos spectateurs aujourd'hui, tous nos participants ici, la raison de ces choix. Pourquoi ces 4 lieux permettent-ils de tenir et de comprendre le phénomène de la commune en France ? Moi, tu as déjà donné un peu les deux réponses. Il y avait donc les 4 lieux
c'est l'insurrection du Sud en Martinique, en 1870, septembre 1870, qui n'est pas liée à la Commune, qui est liée au mouvement du 4 septembre 70. Ça permettait de rappeler que la transition politique de septembre 1870 était quand même aussi révolutionnaire. En tout cas, dans les espaces coloniaux, c'est évident. Les gens revivent 1848, ils revivent 1804 à Haïti, et ils mènent une insurrection qui est très politique. Le mot est dit, hein, nous voulons rentrer dans nos droits. On a l'impression de lire du Agulon évoquant les campagnes françaises en 48. Nous voulons rentrer dans nos droits, incroyable. Et puis qui est très social, c'est-à-dire qu'avec l'idée du partage des terres. Donc ça, c'était déjà pour faire un petit effet d'écollement, rappeler que si on focalise trop sur Paris, on oublie qu'il s'est passé beaucoup de choses en fait autour du 4 septembre 1870. Après, les 3 autres, c'était Alger, mais Alger, ça a été une surprise. Au début, j'y suis allé un peu au hasard, et puis après, j'ai trouvé des sources, puis après, je trouvais que c'était très intéressant, puis après, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien dessus, puis après, donc du coup, j'ai passé énormément de temps, et en fait, au fond, ça occupe une part assez importante du livre, parce qu'elle était complètement inattendue, et elle disait beaucoup. Mais je voulais pas en rester uniquement une lecture qui aurait été trop impériale globale, en oubliant la dimension nationale. Il ne faut pas oublier quand même que la Commune, son horizon premier, ça reste la France, hein. Si on lit toutes les affiches produites par la Commune, c'est au peuple français. Ça, c'est là où l'histoire globale ne doit pas dissoudre le national dans le global. Elle doit permettre de mieux retrouver les bonnes échelles d'analyse à l'époque qu'on étudie. C'est ça qui est important. Donc du coup, j'en ai étudié 2 autres. Il me fallait une grande commune de province. J'ai choisi Lyon, très bêtement, parce que je suis lyonnais. Donc je connaissais les lieux, tout ça. Par ailleurs, c'est une commune qui avait été très étudiée et qui avait été complètement abandonnée en quelque sorte, alors que la commune de Marseille, la commune de Toulouse, il y avait des travaux, la commune de Marseille, il y a des travaux qui arrivent. Donc l'idée, c'était de refaire surgir un petit peu cette commune. Mais là, j'ai fait que du travail de synthèse de lecture. Et l'autre où je suis vraiment allé aux archives, c'est à Thiers. Alors pourquoi Thiers ? Parce qu'en fait, dans la grande enquête parlementaire sur le 18 mars, l'enquêteur, qui déteste évidemment la commune, pointe toute une série de petites communes de province, et dedans, il y a Thiers. Et donc j'ai demandé à Jacques Rougerie, j'ai demandé à Robert Thoms, ils m'ont dit rien du tout, on ne sait pas. Donc je suis allé là-bas, et en fait, c'est pareil, ça a été une des bonnes découvertes. Donc déjà, il faut aller sur place, parce qu'en fait, Thiers, c'est une ville de la coutellerie. Donc il y a le fleuve en bas où les ouvriers font leurs couteaux avec les chiens sur les jambes, etc. Et en haut, c'est les fabricants. Oui, alors les chiens, il faut expliquer. Oui, pour tenir sur... Enfin, vas-y. Oui, en fait, pour avoir chaud, comme ils ont les mains dans la durolle et qu'il fait très froid, on utilise les chiens pratiquement comme radiateur corporel pour résister au froid de l'eau. Et donc il y a tout un lien qui est assez intéressant. Et en haut, c'est les fabricants et les marchands. Donc la géographie du lieu est elle-même sociale. En fait, c'est-à-dire que la commune de Thiers, c'est les gens d'en bas qui montent en haut. Et ça effraie absolument toutes les élites sur place. Et le drame, c'est qu'elle dure que 24 heures, mais comme beaucoup de communes de province en fait. Mais la ville est quand même occupée pendant 24 heures, et le lien avec la commune de Paris est immédiat. Donc c'est une vraie commune de province. Et finalement, je l'ai gardée parce que je crois que c'est une des seules communes qui sont une vraie commune d'ouvriers qualifiés uniquement. Avec le modèle de 40... Alors qu'à Lyon, on a des ouvriers qualifiés, on a pas mal de petits employés, on a aussi les premiers ouvriers de la grande industrie, c'est un peu particulier. C'est la fin des ouvriers des canuts, hein, la commune de Lyon. Alors qu'à Thiers, on voyait ressurgir quelque part une culture ouvrière qu'on avait un petit peu oubliée. Donc au fond, elle a trouvé sa place là-dedans. Et pourquoi j'ai fait ça ? C'est juste pour compléter une géographie qui commençait à être bien connue. C'est-à-dire qu'on connaissait comme pas mal les autres. Le Creusot est passionnant par ailleurs à étudier. Mais ça n'avait pas été fait. Donc il s'agissait tout simplement de remplir un blanc du savoir historique. Et ça, une fois de plus, ça fonctionne. Et ça justifie le titre que je trouve très beau de ta deuxième partie, La commune vive. Et effectivement, dans la Thiers, on la voit vivre, la commune, et de façon extrêmement concrète, avec cette géographie sociale dans la hauteur, hein, et dans le froid qui règne en bas, et malgré les chiens, évidemment, sur les jambes. Alors, ça, il fallait le faire, et c'est fait, c'est-à-dire ne pas oublier que la commune est un objet national, et avec toutes les déchirures que ça produira d'ailleurs pour l'État-nation, ça c'est autre chose. Mais, alors là j'ai appris complètement, parce que ça, l'écho médiatique, effectivement, que ça a pu avoir aux États-Unis dans le jeu partisan américain. Hein, et ça c'est à la page 87 que ça se trouve. C'est-à-dire qu'il faut imaginer. Pour nous, on ne voit pas très bien pourquoi les partis constitués, Parti démocrate, Parti républicain, s'en saisiraient. Alors,
comment ça fonctionne et pourquoi s'en sont-ils saisis? Alors, ça, en fait, il y avait déjà pas mal de travaux là-dessus. En fait, il y a deux, dans le livre, il y a deux démarches. Une démarche d'archives qui vise à retrouver des choses qui n'avaient pas été étudiées. Et aussi la volonté de faire une synthèse de plein de travaux disponibles qui n'avaient jamais été mis les uns avec les autres. Donc là, c'est le cas pour les États-Unis. En fait, la Commune, c'est le premier événement national de l'histoire américaine. C'est le premier événement qui a une résonance sur tout le territoire américain. Pourquoi? Parce qu'on est dans les États-Unis d'après-guerre civile, donc évidemment une guerre civile en France, ça fait un écho, et les gens y voient un lieu pour continuer la discussion qui s'était quand même arrêtée brutalement autour de la sortie de la guerre civile américaine. Ce qui fait que, ce qui est intéressant, c'est que à Paris, la Commune se définit elle-même comme une république sociale très clairement, et à l'extérieur, elle est toujours lue en fonction du prisme des enjeux locaux. Donc, par exemple, c'est assez surprenant, mais les journalistes du Sud vont défendre la Commune, alors qu'ils sont a priori, pour des raisons idéologiques absolument opposées. Ils vont mettre un peu de temps avant de les comparer à des Noirs sauvages et esclaves. Mais au début, l'idée, c'est que ça défend les droits locaux contre un État tyrannique national, donc contre les républicains. Et les républicains, à l'inverse, vont s'en méfier, les républicains du Nord notamment, vont s'en méfier en disant, voilà, ça montre tous les dangers d'une anarchie démocratique. C'est toute l'époque des best men, donc il faut faire confiance aux vraies élites, et éviter de donner le droit de vote aux femmes, aux anciens esclaves, aux Indiens, etc. etc. Donc c'est assez surprenant, c'est-à-dire qu'on ne croise pas du tout ce à quoi on se serait attendu. Il y a très peu d'appropriation positive et ouvrière de la Commune, sauf chez certaines figures abolitionnistes ou chez les internationalistes américains. Et c'est un vrai débat interne aux États-Unis. Il faut attendre une dizaine d'années avant que la culture radicale américaine en fasse un élément de sa propre réflexion. Ouais, là, on n'est pas dans le contrefactuel, on est dans le contre-intuitif. Ouais, pour nous, vrai, c'est très contre-intuitif d'imaginer que ce soit les démocrates qui sont les plus sensibles, de façon positive, à la Commune française. Et on comprend très bien pourquoi, d'ailleurs, en te lisant. Alors, justement, si on s'occupe de sociologie, on a parlé là des esclaves, des femmes, des Indiens, qu'est-ce qu'on apprend par le bas, qu'on ne savait pas ou qu'on confirme? Et pour anticiper, mais sans l'anticiper, le débat qui aura lieu tout à l'heure à 16h avec Claire Jude de la Rivière et François Bon, qui ne sont pas loin, sur Un peuple ou Le peuple au Théâtre Garonne à 16h et auquel on ira avec grand intérêt, grand plaisir. Est-ce qu'il y a un peuple de la Commune que tu identifierais différemment en ayant effectué cette enquête? Oui, en fait, ce qui manquait un petit peu, mais c'était pointé depuis longtemps par plusieurs travaux, c'est ce qui se passe à l'échelle des quartiers. En fait, c'est quand même un paradoxe qu'on ait eu autant de travaux sur les mesures qui sont prises à l'hôtel de ville, sur les dépas de l'hôtel de ville, pour une révolution qui se dit citoyenne et qui entend, le terme le meilleur pour définir la Commune, c'est universaliser le pouvoir et la propriété. Que chacun ait du pouvoir et de la propriété. C'est pour ça qu'elle n'est pas collectiviste, mais qu'elle est contre les spéculations, c'est-à-dire ceux qui font de l'argent entre les différentes formes de possession. Et donc, du coup, on ne savait pas comment les choses s'organisaient à l'échelle des quartiers. Alors, quand on descend à l'échelle des quartiers, donc, première surprise, Paris, c'est un monde. Hein. Si vous êtes dans le 16e arrondissement, ce que j'ai fait, en général, ils ont élu une commission municipale plutôt conservatrice qui va résister aux incursions de la Commune, en disant, mais c'est le jeu démocratique, ce qui d'ailleurs est vrai. Donc la Commune ne peut rien faire. Ils finissent quand même par envoyer des gardes nationaux, mais du coup, ils se retrouvent en contradiction avec eux-mêmes. Mais dans d'autres quartiers, comme dans le 11e arrondissement, dans le 19e et autres, on va voir les hommes et les femmes du quartier, au sein des municipalités, des comités de vigilance, de certains ateliers, mettre en œuvre ce qu'on appelle la République démocratique et sociale. C'est-à-dire une République concrète, immédiate. L'argument est assez simple, il est très ancien, hein. C'est l'idée selon laquelle on ne peut pas changer la forme politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une république si on ne change pas la forme des relations sociales. Et le maître mot de tout le 19e siècle, c'est l'association. En fait, la Commune, elle se présente comme la libre association des individualités, et la Commune elle-même propose aux autres communes, elle-même libre association des autonomies individuelles, de s'associer avec elle, etc., etc. C'est ça l'utopie de la Commune. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour cette raison-là que les marxistes l'ont autant critiqué, et c'est probablement pour cette raison-là qu'aujourd'hui ça revient en force dans le débat public, parce que ça correspond énormément à la volonté de relations de pouvoir plus horizontales. Et là-dessus, l'analyse actuelle n'est pour le coup pas fausse. Alors quel peuple de Paris? Eh bien, ce qui est très intéressant,
c'est que si on compare, du coup là je mords un peu sur cet après-midi, donc je vais parler très vite. Si on compare avec 1830 et 1848, en 1830 et 48, le peuple, on appelle peuple le mélange des ouvriers des faubourgs. Il y a très rarement les ouvriers les moins qualifiés. Les ouvriers des faubourgs, les étudiants et tout un certain nombre de professions libérales. Tu retrouves le peuple de la boutique et de l'échoppe de Michel Vauvel, avec mutatis mutandis, bien sûr. Sous la Commune, oui, ça c'est bien. Voilà. Donc ça c'est 30 et 48, et sous la Commune, c'est vrai, c'est une révolution qui se dit de travailleurs, et tout le substrat profession libérale étudiant disparaît. Et la question, par contre, c'est jusqu'où ça va ce peuple de travailleurs? Évidemment, ils n'en savent rien. Donc c'est pas une opposition entre les ouvriers et les bourgeois, c'est entre le peuple et les ennemis du peuple. Et on voit dans les archives des hésitations, au fond, sur qui appartient au peuple. Par exemple, il y a beaucoup de petits boutiquiers qui vont demander à la Commune le droit, malgré tout, soit de commercer en gardant un certain contrôle des prix, ou au contraire de mettre à la porte des locataires, même s'il y a un décret sur les locataires qui a été pris. Et il y a des discussions, alors c'est plutôt à l'échelle des municipalités, pour savoir si cette personne fait partie du peuple de Paris ou pas. Et assez souvent, le commissaire de police va essayer de trouver un arrangement. C'est vraiment... La République démocratique sociale, c'est ce qu'on appelle aussi le bon droit des ouvriers, que connaissent bien les spécialistes du XVIIe siècle. C'est la recherche de la conciliation, de la négociation. C'est l'harmonie, normalement, des parties. Donc plutôt que de dire la propriétaire, on va la mettre à la porte, on va occuper son terrain, on va aller la voir en disant, est-ce que vraiment, au nom de la commune, vous ne voulez pas attendre un petit peu, voir si on ne peut pas faire des dédommagements sur la plus longue durée, etc. Et ce qui fait que la définition du peuple de Paris est assez souple sur ces hauteurs. Les vrais ennemis, c'est les curés, les magistrats, les grands propriétaires, les sergents de ville. Ça, c'est à peu près clair. Mais pour le reste, l'autre particularité de la commune aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'employés et de commis, parce que Paris a connu sa révolution de la consommation, parce que les administrations sont devenues beaucoup plus importantes. Donc il y a tout cette nouvelle couche sociale des petits commis et employés qu'on va retrouver beaucoup sur la commune, ce qu'on n'avait pas en 1830, en 1848. Donc c'est un peuple qui suit les transformations sociales de la capitale, tout simplement. Alors, avant de finir la gamme de questions par le politique, je voudrais quand même te poser la question de l'écriture de l'histoire, parce que tu te livres dans cet ouvrage à un exercice qui n'est pas banal. Enfin, pour moi, c'est la première fois que dans un livre d'historien français, je le lis, c'est à la page 230, l'exercice du cut-up. Alors, qu'est-ce que c'est que le cut-up? Pourquoi s'en servir et comment le fait-on fonctionner? Alors, le cut-up, c'est une technique qui est inventée par les romanciers et poètes Brian Gysin et Burroughs. Alors, l'idée de départ, c'est que il faut se libérer du flot de discours administratifs qui nous en sert au quotidien, du flot de discours médiatique qui nous en sert au quotidien. Pour en sortir, il propose de prendre les textes, de les découper de manière aléatoire et de les faire se croiser les uns avec les autres. Donc du coup, ça vient casser la logique des phrases, et normalement, c'est censé créer des brèches poétiques et faire prendre conscience du poids d'une certaine redondance du discours dominant dans leur époque. Donc si vous aimez bien Burroughs, on voit très bien dans Le Festin nu, ça donne une lecture qui est très dure, et en même temps, il y a toujours un lien entre les éléments, et moi j'aime beaucoup, c'est vrai, c'est aussi une des premières raisons. Alors pourquoi j'ai fait ça? D'une part, je l'avais déjà fait dans Sensibilité, parce que je trouve que pour l'historien, ça s'y prêtait bien. Parce que c'est à propos de la semaine sanglante. Le problème de la semaine sanglante, quand on veut s'y attacher, c'est qu'on a un flot de mots invraisemblables. Ils sont tous à peu près les mêmes, c'est un torrent d'injures, il faut quand même dire ce qui est, dans le monde entier. Alors ça, l'injure est assez bien partagée. Et alors, on ne sait pas quoi faire, parce qu'à la fois, c'est gigantesque, on ne sait pas comment prendre en main cette espèce de flot discursif. C'est à la fois gigantesque et très redondant et répétitif. Donc, ce que je me suis dit, en guise d'ouverture au texte, plutôt que de donner un seul texte, en fait, j'ai pris 4 articles de journaux, et j'ai appliqué à la lettre la méthode. Donc, j'étais chez moi, je les ai découpés en 4. Je les ai remis à la main. Ouais. Alors sur Internet, vous trouvez des logiciels qui vous le font, mais comme c'est fait au mot par mot, ça donne vraiment n'importe quoi. En fait, il faut vraiment faire par bout de texte, vous les croisez les uns avec les autres, ce qui fait qu'il y a des morceaux de phrases qui ont du sens, qui sont rompus avec d'autres morceaux de phrases qui ont du sens. Ouais, c'est des fragments, en fait. Complètement. C'est le texte fragmenté.
Et tu le fais avec, c'est pas de l'écriture automatique, c'est du découpage automatique. Complètement. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai fait plusieurs essais avant de trouver la forme qui correspondait un peu à ce que je voulais. De la même manière, par rapport à l'anglais, le français impose de retravailler un peu plus les articulations, mais le résultat me plaisait. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on retrouvait bien les topiques récurrentes de ce discours de haine, cassés par les petites ruptures du découpage, donnant des croisements parfois assez impressionnants. Et l'idée, c'était qu'il y a aussi une vertu historienne à ça. C'est que face à un imaginaire social trop puissant, faire ça, ça permet, de prendre conscience que c'est un imaginaire social construit, de voir qu'il est extrêmement cohérent, 3, de laisser la place à un lecteur, parce que les lecteurs ne digèrent jamais le flot de discours tel quel, il y a toujours des appropriations, et 4, de faire sentir que derrière ce flot-là, il y a quand même des petites racines qui restent favorables à la commune, qui sont moins perceptibles, mais qui sont quand même là. Et donc, du coup, ça me permettait d'ouvrir vers ça, ce qui était l'enjeu de la troisième partie. Alors, ça donne, par exemple, pour la dernier morceau de phrase, après, on vous en parle, il faut peut-être l'entendre une fois, cette déconstruction significative. L'idée même est là, hein, de montrer la construction par la déconstruction. Oui, alors ça, c'est vrai que ça sert beaucoup mieux. J'avais oublié dans l'échange un peu trop, peut-être de proximité. En vidant la ville par une adoration et un bref mais infructueux enthousiasme, il l'a allumée avec une allumette de force brute. L'allumette de force brute, ça, je suis sûr que tu as aimé couper là, hein, parce qu'il y avait cette formule. Alors, allumette de force brute, la commune, là, on peut rentrer dans le politique, cette fois-ci plus précisément, pour finir, et pour que nous puissions avoir un échange aussi avec la salle. Bon, d'abord, dire que pour ce qui est du politique, lorsqu'on te lit, ça n'est ni une aube, ni un crépuscule. Alors qu'est-ce que c'est si c'est ni une aube, ni un crépuscule? Qu'est-ce qui reste? La discivilisation de la semaine sanglante, et quoi d'autre pour donner un sens à l'événement? Complètement. Le problème de la commune, c'est qu'elle a été immédiatement prise dans un grand récit. C'est ça le point. C'est pour ça qu'il fallait autant travailler sur le temps et sur l'espace. Elle a été prise dans deux grands récits. Donc le récit marxiste, la commune, c'est le crépuscule des révolutions du 19e siècle, donc romantique, utopique, pas sérieux, etc. Et l'aube des révolutions nouvelles, scientifiques, idéologiques, avec des avant-gardes, c'est-à-dire en ayant en ligne de mire 1917. Donc tous les travaux ont essayé de montrer en fait comment la commune serait une espèce de relais entre l'un et l'autre. L'autre grand récit, c'est le récit républicain, hein, c'est celui dans deux genres très différents de Maurice Agulon ou de François Furet, qui dit au fond, la commune c'est un petit apax, la vraie chose importante c'est l'installation de la Troisième République. Donc la vraie date c'est le 4 septembre, et la commune, c'est un petit sursaut qu'on met quand même de côté, ou en tout cas qui appartient à une autre histoire, qui est celle du mouvement ouvrier, et pas à l'histoire républicaine. Et donc, alors, dire on enlève ces deux récits, c'est très bien, mais il n'empêche qu'ils ont quand même une vertu, c'est qu'ils donnent du sens à l'événement. Donc la question qui s'est posée assez vite, c'est une fois que j'enlève ces deux récits, qu'est-ce qu'on met à la place? Le choix que j'ai fait, c'est un choix de sciences sociales, en fait, qui était proposé depuis très longtemps. C'est de dire, quand on étudie une révolution, plutôt que de l'inscrire dans une grande trame de transformation, il faut essayer de voir quelles sont les temporalités qui sont en jeu dans la Révolution. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on retrouvait des éléments qui sont propres à la Commune de Paris. On pouvait remonter ensuite dans les années 1860, l'internationale, la première internationale, etc. On pouvait remonter jusqu'en 1830 avec les premiers mouvements ouvriers. On pouvait remonter évidemment jusqu'à la Révolution française. Grâce à mes échanges avec Claire Jude, on pouvait remonter jusqu'au XVIe siècle parce qu'il y avait des pratiques à la fois carnavalesques, de rapport au droit qui renvoyaient à ça. On pouvait remonter jusqu'aux communes médiévales, puisqu'elles sont très présentes dans l'esprit de la commune. Et même, et ça c'est là où le global rejoint le local, comme la commune a cette dimension globale, il fallait poser un problème anthropologique, on pouvait même remonter encore plus loin et se demander avec Alphonse Dupron si on n'avait pas là un retour d'une certaine forme de millénarisme qui rendait possible de penser un futur plus heureux dans un contexte qui était quand même extrêmement difficile. Et donc du coup, en fait, c'est la commune qui produit elle-même cette espèce de plongée temporelle, et c'est parce qu'elle est pas dans les clous, alors inactuelle, allochronique, il y a plein de mots compliqués, mais c'est précisément parce qu'elle fait trembler les lignes du temps telles qu'on les pensait à ce moment-là que je pense qu'elle est extrêmement intéressante et qu'elle continue de nous parler aujourd'hui. La commune, c'est une interrogation sur la manière dont l'histoire avance. Et justement, ce sera ma dernière question. Que reste-t-il de commun de la commune en 2020
La réponse, elle a déjà été en partie apportée, mais on a envie d'entendre un peu plus avant. Est-ce que c'est cette vertu de pouvoir horizontal? Est-ce que c'est un moment, justement, paradoxal du renforcement de l'État libéral en même temps qu'une réappropriation démocratique? Les deux, en fait. Ce qui est quand même intéressant, c'est que la commune se coule à chaque fois dans les débats politiques du moment et à chaque fois il y échappe. C'est-à-dire que si on avait cette discussion dans les années 70, la question serait la commune est-elle une lutte des classes ou une lutte urbaine, qui était la grande question de l'époque. Aujourd'hui, la question c'est la commune, est-ce que c'est pas la trace d'un pouvoir politique horizontal? Ce qui est intéressant en fait pour moi, c'est de voir comment cet événement, parce qu'il est inachevé, ne cesse d'irriguer les espoirs des générations et de les nourrir à sa façon les unes après les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, ce qui fait écho dans la commune, c'est cette revendication d'un pouvoir par le bas, d'une démocratie immédiate, de chaînes économiques courtes. C'est ça, hein, c'est déjà ça l'élément en jeu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les décalages. La commune aussi, ce qu'elle rappelle et qu'on oublie aujourd'hui, c'est que le lieu où doit se jouer la démocratie, par exemple, c'est plutôt les espaces de travail, qui ont tendance à être un petit peu négligés dans la réflexion actuelle sur ces nouvelles formes du politique. L'autre lecture peut très bien être de dire, ce que montre la commune, c'est que l'énergie démocratique doit trouver sa place dans un espace de démocratie libérale et de constater qu'aujourd'hui, cet espace, il est quand même singulièrement abîmé. Donc après, chacun fait comme il veut avec ça. L'intérêt, c'est que la commune vient renouveler, reposer des questions et inviter à des réponses plus que à des... En fait, l'intérêt de la commune, c'est qu'elle empêche les choses de se figer. Et elle rend constamment ouvert les problèmes. C'est ça que je trouve intéressant. Alors c'est à vous maintenant de questionner notre historien. On ne va pas faire circuler les micros en situation Covid, bien sûr, mais en revanche, la salle est de taille suffisamment raisonnable pour qu'on vous entende. La première question étant toujours la plus délicate. J'étais très intéressé par ce que vous disiez sur la commune, l'imaginaire de la commune déjà avant la commune. En fait, la commune n'est pas sortie de nulle part. Est-ce que ça vous dit aussi sur l'utopie dans un monde, dans une société, dans une société de la technoscience et du capitalisme en fait, qui était déjà le cas à cette époque. Enfin, je suis pas historien, mais je le vois comme ça. Et qui est toujours le cas aujourd'hui, et peut-être même plus encore qu'à cette époque-là. En tout cas, on peut se poser la question. Et je voulais apporter un petit témoignage et une question sur ce qui se passe à Toulouse. Moi, j'ai participé à des assemblées, une assemblée populaire qu'on a essayé de maintenir tous les dimanches place du Ravelin, après le confinement. Et tout de suite, l'imaginaire de la commune est apparu. Donc, il y a ce livre qui a été cité sur l'imaginaire de la commune, justement. Je ne sais plus qui est l'auteur. Christine Ross. Oui, voilà, Christine Ross. Bon, bien sûr, l'appel de Commercy aussi des Gilets jaunes, parce que vous avez parlé de Nuit debout, mais il y a aussi les Gilets jaunes. Il y a le discours sur les communs qui revient souvent. Bon, il y a plusieurs auteurs. Là. Il y a le communalisme libertaire de Bookchin qui est très à la mode, là, qui revient tout de suite dans les discussions avec ce qui se passe au Rojava, etc. Et donc, effectivement, c'est vraiment très présent. Et tout de suite, au bout de quelques réunions, cette petite assemblée a décidé de décréter que c'était l'assemblée de la commune de Toulouse. Bon, alors, je ne savais pas qu'il y avait eu une commune, effectivement, à Toulouse. Ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de tout ça et est-ce que ça vous fait sortir un peu de votre rôle d'historien, c'est peut-être plus personnel et politique, mais est-ce que pour vous, la commune aujourd'hui a encore un sens? Est-ce qu'elle c'est encore un espoir, sachant que peut-être que l'État est beaucoup plus... Enfin, c'est une question beaucoup plus fort. On est plus dans une société de contrôle, on le voit aujourd'hui pour des raisons sanitaires aussi, ou pas seulement pour la sécurité, le terrorisme, etc. Et aussi que le peuple, justement, est peut-être moins existant aujourd'hui, dans le sens où on est plus dans l'individualisme, on est plus passif, et il y a plus une domination à tous les niveaux, dans le travail, dans la société, etc.
Est-ce que c'est une utopie, mais qui nous renvoie justement à cette société presque, on pourrait dire de façon caricaturale, totalitaire? Mais est-ce que cette utopie ne révèle pas notre vraie nature humaine, en fait, de ces organisations possibles qui ont eu lieu dans le passé? Et est-ce qu'on peut y revenir vraiment un jour? Merci beaucoup. Alors, sur la savoir si elle est vivante ou pas, il suffit de vous entendre pour voir que vous n'avez pas besoin des historiens pour que la mémoire de la commune vive en un sens. Non, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement intéressantes dans ce que vous dites. Alors, tout d'abord, la première chose, est-ce qu'il y a une actualité pour la commune? Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à partir de 1880, ça rompt quelque chose. Entre 1880 et 1980, on est dans un moment d'installation de l'État-nation, d'un autre rapport au pouvoir, d'une autre façon de penser l'autorité. Et ce moment-là s'est effondré d'une certaine manière, soit pour des logiques liées au libéralisme, soit aussi par des attentes démocratiques nouvelles. C'est pour ça que l'espérance de la commune rejaillit aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, ce qui m'a surpris, c'est que l'objet froid est devenu chaud. En fait, il était froid parce que la commune s'était inscrite dans le récit républicain. Louise Michel était devenue une héroïne de l'histoire des femmes dans l'histoire, du rôle des femmes dans l'histoire, et pas du tout pour son rôle en tant qu'anarchiste qui détestait l'État par ailleurs, qui était complètement mis de côté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ce cadre de l'affaissement que l'espérance de la commune refait sens d'une certaine manière, différemment de ce qu'elle avait fait dans les années 70, où c'était plutôt lié à la question de la lutte des classes. Elle est constamment actuelle et actualisée par les transformations du monde social. Ce qui est sûr, c'est que ce que le sociologue Yves Cohen appelle les mouvements sans leader, ça correspond à une transformation absolument anthropologique du rapport à l'autorité qui concerne nos sociétés, qui prennent plein de formes. Ça va justement des sociétés de contrôle qui hyper individualisent le contrôle, aux attentes des nouvelles formes d'assemblée populaire qui se réinventent un peu partout. Là-dessus, c'est extrêmement présent. Alors, sur la question de la forme possible, dans le livre, parce que c'est quand même un vrai problème que je me suis posé, pourquoi la commune de Paris, qui est si ancrée dans le 19e siècle, qui est si ancrée dans l'histoire d'une ville et de Paris, peut faire sens pour des paysans, peut faire sens au Mexique. Enfin, c'est quand même bizarre. Ça peut pas être uniquement lié à des questions de réappropriation symbolique. Donc j'ai travaillé là-dessus, c'est à la fin de cette plongée là, temporelle, avec les travaux d'anthropologie dite libertaire, de David Graeber, Marshall Salins, etc. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que ces formes-là font partie des formes possibles des organisations humaines. Simplement, elles s'expriment de manière très différente en fonction des sociétés. Ça peut être durable ou pas durable, donner lieu à des démocraties ou à complètement autre chose, c'est pas le problème. Mais cette idée, au fond, de se réunir, de mettre en œuvre des pratiques plus égalitaires et de justice sociale, ça n'appartient pas au XIXe siècle français. La commune, simplement, ça serait l'actualisation de ça au moment de l'industrialisation et de la médiatisation. C'est-à-dire que ça rend à nouveau actuel dans l'espace de l'État-nation et de l'industrialisation cette disposition-là qu'on trouve déjà sous la Révolution française, par exemple. Et c'est peut-être ça qu'elle continue à dire aujourd'hui. Et je terminerai là-dessus. Simplement, il ne faut pas être trop communardo-communard. Ce qu'incarne la commune, c'est aussi un rapport à la République qu'on va trouver dans tout l'espace atlantique. C'est la République fédérale, c'est la méfiance à l'égard des délégations. Ça, c'est pas propre à la commune. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'elle a un tel écho. C'est pour ça qu'elle est autant suivie au Mexique ou aux États-Unis. C'est qu'ils y voient, ils le disent d'ailleurs très clairement, ils n'y voient pas la lutte des classes, ils y voient la promesse d'une République fédérale qui soit enfin proche des citoyens, avec cette faiblesse majeure qu'il y a une incapacité à s'organiser en termes militaires. C'est toujours ça, c'est un débat qui est sans fin aussi. Mais d'une certaine manière, si ce moment révolutionnaire républicain de 1830-1880 échoue, c'est aussi parce qu'il n'arrive pas à s'instituer, parce qu'il refuse concrètement, constamment, l'institution. Et la commune, elle nous ramène tout ce débat-là dans notre espace public aujourd'hui. Madame. Moi, j'avais une question de lectrice. J'ai l'impression que la commune est toujours un événement isolé, même si vous avez... Par rapport à la guerre de 1870, Paris qui est encerclé, enfin le siège de Paris, ça s'arrête le 18 janvier, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc 2 mois après, il y a la commune. Et j'ai l'impression qu'on parle toujours... Enfin, soit on parle de la guerre de 70, les Allemands à Paris, etc., etc. Bon, quand même, l'Alsace, la Lorraine, les guerres suivantes. Soit on parle de la commune.
Mais c'est deux tranches disjointes. Or, c'est les mêmes personnes, au même endroit, dans des conditions aussi violentes. Bon, voilà. Complètement. Non, vous avez entièrement raison. C'est en train de changer. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, la plupart des travaux sur la commune commencent avec la guerre de 70. Ça, c'est notamment l'effet des travaux de Robert Thoms. Quand on adopte une approche élargie, on n'a pas le choix. Par exemple, les volontaires transnationaux qu'on va trouver dans la commune, donc qui vont permettre de faire en sorte que la commune se déclare elle-même république universelle, c'est des gens qui sont arrivés en France au moment de la guerre de 70, en voulant défendre la république universelle contre les Allemands. Donc si on n'inclut pas la dynamique... En fait, ce que montre la première partie du livre, c'est ça, c'est que toutes les dynamiques globales dans lesquelles est prise la commune sont impulsées par la guerre. Pareil pour la dimension impériale. Ce qui déclenche la révolte de Helmocranie, au départ, c'est parce que les troupes sont parties en France pour faire la guerre et que l'espace est libre d'une certaine manière pour une insurrection. C'est pas un défaut de livre, c'est un défaut de question. Dans le livre, vous l'avez effectivement, ce lien, en particulier avec un premier chapitre remarquable sur les combattants. Ah ouais, mais voilà. Donc et ça, c'est de mon fait. On n'est pas parlé de la guerre, mais dans le livre, elle y est motrice. Non, mais je veux le dire, non pas pour défendre le livre, c'est pas la question, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, est intégré au travail de Quentin de Lermoz ce fait qu'on ne peut pas comprendre la commune sans le lien avec la guerre de 70, bien sûr. Ouais, voilà. Donc c'est des questions qu'il n'avait pas amenées sur ce terrain-là. Militaire. Après, Christine Ross, elle pose une question intéressante, c'est qu'en fonction du point de départ, vous donnez déjà une indication à l'analyse de la commune. Donc si on part de la guerre de 70, on va insister plutôt sur le côté contingent et secondaire. Si on part des mouvements sociaux des années 1860, on va plutôt insister sur une espèce de vague de fond. C'est pour ça que j'avais fait le choix, moi, de ne pas en choisir un, de tirer tous les fils, plutôt que de prendre un point de départ. Donc je pars de la commune et je remonte les fils. Et ça me permettait d'éviter d'inscrire l'événement dans un récit qui est sous-entendu par un pseudo-point d'origine. Donc qu'on prenne le 18 mars, la guerre de 70, les années, c'est toujours pareil. En fait, on impose une ligne, un événement, dans la caractéristique, et justement d'échapper à tous ces récits déjà là. Et c'est pour ça que la première partie s'appelle une commune globale, et pas en choisissant pas un point origine imposé. En t'écoutant parler d'imaginaire de la commune, j'ai repensé à une chose qui m'a toujours frappée, c'est que c'est le moment où apparaît aussi la photographie. Et donc, je pense qu'on a tous un imaginaire de la commune qui est façonné par ces photographies qu'on a vues de la commune. Et du coup, est-ce que tu as pu avoir accès à d'autres archives photographiques que la commune de Paris ? Et est-ce que ça t'a permis de travailler justement dans cette perspective globale à partir d'images différentes ? Oui, alors les photographies, évidemment, ça a une vertu, ça permet de faire des belles couvertures pour les équipes du Seuil. La particularité de la commune, c'est que c'est la première révolution réellement photographiée. En 1848, on a une seule photo d'une barricade avant-après, qui est assez saisissante d'ailleurs. Et sous la commune, les photographes, alors vous avez des photographes versaillais, quelques photographes un peu plus neutres, mais on a énormément d'images de la commune. Je les ai évoqués dans le texte. Je ne les ai pas étudiés directement parce qu'il y a déjà des travaux très bons qui ont été faits là-dessus, notamment celui de Bertrand Tillier sur la commune de Paris, Révolution sans images. Et ce qui est surprenant, et je n'y ai pas pensé, mais c'est en t'écoutant, c'est que ces photos circulent peu. C'est plutôt des caricatures, c'est plutôt les figures de pétroleuses qui circulent énormément. C'est les affiches, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation d'images, mais très peu des photos. Alors pourquoi ? Je pense que tout simplement, le procédé technique qui permet la reproduction sur les unes des journaux arrive plus tard, dans les années 1880. Et donc il n'y a pas encore les moyens de faire circuler ces photos, qui en plus des usages un peu particuliers, c'est que juste après la commune, on a une interdiction de représentation de la commune, sauf de photographie pour permettre d'identifier les communards. Donc ces photos artistiques vont avoir une fonction politique, et je pense que ça gèle aussi un petit peu la possibilité de diffusion. Elles vont avoir une répercussion surtout après, au moment du retour des exilés, où là, les photos vont ressurgir et devenir une mémoire vivante de la commune. Ouais. Non. En tout cas, j'en ai pas eu. Alors, le moment est venu de remercier chaleureusement Quentin de Lermoz pour être venu et puis avoir dit tout ça et nous donner envie de lire. Merci à lui. Merci beaucoup. Vous avez pu écouter une rencontre avec Quentin de Lermoz pour la présentation de son ouvrage « Commune 1870-1871 », publié aux éditions du Seuil, à la librairie Ombre Blanche, samedi 26 septembre 2020,
dans le cadre du week-end Venir à l'Histoire, proposé par le comité éditorial du festival L'Histoire à venir, dont la prochaine édition aura lieu du 6 au 9 mai 2021.